Bonjour. Cette histoire gravite donc autour d'une fosse pleine de morceaux de poupées qui se situe en face, de l'autre côté de l'avenue, donc en face de l'usine Bella. Les personnages du livre s'y rencontrent par deux, par trois, par cinq, ça dépend. Voilà, c'est comme, des fois ils se ratent même de peu, c'est un petit peu comme une danse, d'où le titre, le bal des poupées. Et pourquoi ces personnages sont-ils attirés par toutes ces poupées? Tout simplement parce qu'une poupée, c'est pas un jouet comme un autre. Une poupée, c'est très affectif. On la câline, on lui parle, on se confie à elle. Grâce à elle, on apprend aussi les gestes pour devenir parent, on se projette en elle. Et puis, parfois même, les enfants se servent d'une poupée pour parler. C'est la poupée qui parle à leur place, parce qu'il y a des mots qu'ils ne peuvent pas dire. Les psychologues s'en servent très souvent. Quant aux adultes, eh bien, les poupées véhiculent des souvenirs forts et peuvent aussi servir d'enfants de substitution pour ceux qui n'en ont pas eu. Donc, au fond, que raconte mon histoire? Bien, ça raconte donc ces poupées, ces morceaux abîmés de poupées dans cette fosse, qui vont attirer des personnages, des enfants, des adultes, eux aussi abîmés par la vie. Et en reconstruisant une poupée, ils vont se reconstruire eux-mêmes ensemble. Vous avez fait la connaissance de ces personnages hier. On va approfondir un petit peu qui ils sont aujourd'hui. Les enfants étaient à nouveau là, tant mieux. José aimait bien suivre du coin de l'œil leurs efforts pour essayer de passer inaperçus, profitant du moindre repli de terrain de chaque touffe d'herbe. Il ne parlait pas beaucoup, mais il observait. Une habitude qui datait de Mauthausen. Celui qui l'ouvrait trop prenait une balle dans la nuque, alors il avait appris à se taire, à regarder en silence. Exactement le contraire de ce joli cœur en blouse blanche, le contremaître à la décoration, qui se croyait irrésistible et amenait ses conquêtes, enfin celles qu'il prévoyait de conquérir, derrière le hangar pour vanter ses mérites, vrais ou supposés, en lissant sa moustache d'un index suggestif, comme il l'avait sûrement vu faire dans les romans photos publiés dans nous deux. En tout cas, les fadaises qu'il leur débitait étaient directement inspirées de ces niaiseries, c'est sûr. Et ces petites idiotes qui gopaient tout avec un sourire béat. Oh, quelle pitié! Décidément, il préférait les jeux des enfants. Le monde qu'il s'inventait était bien plus beau. José saisit les bras de la brouette. Elle n'était qu'à moitié pleine. Les ateliers avaient bien travaillé, il y avait eu peu de déchets. Pourtant, les contrôleurs étaient impitoyables. Une saleté dans le moule qui laissait un creux ou une tache, même minuscule, sur une joue rebondie. Un accident en extirpant la tête encore chaude avec le bâton qu'on insérait dans la nuque, un membre mal formé et c'était directement la poubelle. Chez Bella, on ne tolérait aucune imperfection, c'est ce que monsieur Robert lui avait dit plus de 10 ans auparavant quand il l'avait fait embaucher. À la Libération, José avait suivi des camarades de captivité républicains espagnols comme lui qui revenaient sur Perpignan parce que c'était tout près du pays qu'ils avaient été obligés de fuir, tout près de cette frontière qu'il leur était interdit désormais de franchir. Il était le plus jeune, il n'avait plus de famille, il ne savait que faire de lui, on lui avait trouvé ce travail. Il lui convenait. José fuyait la compagnie. Là, il n'avait pas besoin d'être en contact direct avec les autres employés, on ne lui demandait pas de parler, il n'était dans l'usine que pour faire la tournée des ateliers. Le reste du temps, il se tenait à l'écart, de l'autre côté de l'avenue, seul dans son hangar. Sauf pendant la pause, bien sûr, quand les fumeurs traversaient pour tirer quelques bouffées, et bien sûr quand le bellâtre à moustache venait conter fleurette à une jeunesse impressionnable. Mais ni les uns ni les autres ne lui accordaient le moindre regard. C'était comme s'il n'existait pas, il se fondait dans le décor. Le gamin au bandeau rouge n'était pas mauvais dans cet exercice non plus. Il fallait vraiment avoir l'œil aiguisé pour discerner sa présence. Lui, c'était un habitué. Son nouveau camarade de jeu n'était pas aussi habile, mais il s'y ferait vite. José poussa la brouette jusqu'au bord de la fosse. Ce n'était pas le moment qu'il préférait. Il évitait toujours de regarder dedans. Ses visages aux yeux fixes et ses membres mutilés lui rappelaient trop les corps que les Sonder Commando entassaient sur les chariots avant de les jeter au fond du trou et de répandre de la chaux-vive à la pelle dessus. Malgré les ans, Mauthausen lui revenait à chaque fois en pleine figure,
surtout avec cette puanteur. Néanmoins, aujourd'hui, il avait envie de passer outre ce sentiment de malaise désormais familier, parce qu'il faisait beau et que l'air était léger, que le soleil d'octobre, tellement plus doux que celui de juillet, qui blanchissait le ciel et écrasait tout, dorait le terrain vague et les vignes qui rougissaient alentour, parce que le don Juan de pacotille du service d'écho n'était pas venu, et que peut-être cela voulait dire que cette fois, sa proie n'était pas tombée dans le panneau, et parce que, somme toute, en dérobant les petits cadavres jetés au rebut sans le savoir, ses enfants empêchaient la barbarie de s'accomplir jusqu'au bout. Détournant le visage, il souleva les bras de la brouette en leur imprimant un léger mouvement de rotation afin que les morceaux de poupée se déversent près du bord de la fosse et qu'ainsi les jeunes voleurs puissent les prendre plus facilement. On attend qu'ils soient rentrés dans le hangar et on descend. J'ai repéré quelques têtes de Tracy et surtout une de Cathy, parfaite pour compléter ma collection de scalps avec leurs cheveux longs. Patrick, parce que finalement c'était ainsi que se prénommait Loup Sauvage, parlait en spécialiste. Michel en était épaté. « Tu connais tous les modèles de poupées ?» s'étonna-t-il en plissant les yeux pour essayer de distinguer celle que convoitait son voisin. L'Indien haussa les épaules sous son blouson du même rouge que son bandeau. « Ma grand-mère travaille pour Bella à la maison. Elle coiffe les têtes et ma mère travaille à l'usine, expliqua-t-il, en esquissant un geste vague en direction du grand bâtiment blanc de l'autre côté de l'avenue. Elle habille les poupées quand elles ont été assemblées et elle les met dans les boîtes ou leurs valises avec des vêtements de rechange. Actuellement, elle est au microbe. Tu sais, la toute petite. Non, Michel ne savait pas. Mais il fait comme si et approuva du chef. De toute façon, Patrick posait toujours les questions pour la forme, sans attendre vraiment de réponse. La nouvelle version est un peu plus grande, 18 cm, et elle fait la moue. Sa tête est articulée sur une rotule, ce qui fait qu'on peut lui donner des physionomies différentes. Elle est rigolote. Il se dévissait le cou pour illustrer son propos, affectant la surprise, le défi, la bouderie, et c'était effectivement très drôle. Mais Michel ne s'y attarda pas, il était perplexe. « Pourquoi tu viens ici voler des têtes alors que tu pourrais demander à ta mère de t'en rapporter ?» Patrick lui jeta un regard de commisération. « Tu crois qu'un Comanche demande poliment qu'on lui donne un scalp ? Non, il va le chercher lui-même et l'emporte au nez à la barbe des visages pâles. » Il affichait avec conviction la mine farouche d'un coureur des plaines, et Michel n'aurait pas été étonné de voir le dénommé José enlever son bleu de travail pour se transformer en John Wayne et leur tirer dessus. Pour un peu, il aurait juré que des vautours tournaient autour du terrain vague, attendant de se repaître du perdant de ce duel à mort. Ben, ce n'étaient que des mouettes chassées vers l'intérieur des terres par le vent marin. En revanche, j'ai demandé à ma grand-mère de coudre des franges sur mon blouson. Ça, c'est un travail de squaw. Loup Sauvage agitait fièrement ses manches qu'une main experte avait bordées de faudin découpés. La même garniture barrait son torse dans le dos et devant de chaque côté de la fermeture éclair. John Wayne était rentré dans le hangar et Michel s'accroupit, prêt à bondir, attendant le signal pour dégringoler cette fois jusqu'à la fosse, quand l'Indien le coupa dans son élan. « Et toi, pourquoi tu viens ici ?» Saisi, Michel retomba sur ses genoux. Il laissa échapper un cri de douleur. Malgré le pansement, sa plaie n'était pas encore guérie. Mal à l'aise, il sentit une vive chaleur envahir ses joues. Zut, il devait être écarlate. Pour gagner du temps, il entreprit, avec force grimaces exagérées, de masser sa rotule endolorie en s'appliquant à ne pas arracher la croûte séchée qui s'était formée dessus. Avec un peu de chance, fidèle à son habitude, Loup Sauvage n'attendrait pas de réponse. Mais Patrick ne se décidait toujours pas à se ruer vers la fosse. Il paraissait même avoir complètement oublié les scalps de Tracy et de Castille qu'il avait repérés. « Tu n'es pas un Indien, toi !» constata-t-il simplement en se calant sur un coude. « Alors qu'est-ce que tu fais avec ces poupées ?» Michel haussa évasivement les épaules, de plus en plus mal à l'aise. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Le dernier qui lui avait posé cette question, c'était son père, mais pas sur le même ton, rouge de colère. En revenant de son travail, il était entré dans la chambre et avait surpris son fils en train de bercer le baigneur que lui avait prêté Véronique, la petite voisine. Michel était en admiration devant ses yeux basculants qui se fermaient quand il l'allongeait comme un vrai bébé. Il n'avait pas compris l'explosion de son père. Celui-ci lui avait arraché le poupon d'une main tout en lui assénant une vigoureuse calotte de l'autre sur l'arrière du crâne. Mais plus encore que la violence de cette réaction,
à laquelle il était malheureusement accoutumé, c'étaient les mots qui l'accompagnaient qui l'avaient saisi. « Mon fils ne deviendra pas une pédale !» C'est vrai que Michel aimait faire du vélo, mais quel rapport y avait-il avec le baigneur aux yeux dormeurs? Quant à Fiotte, il avait eu beau se creuser la tête, il ne voyait pas. À moins qu'il faille entendre Fillotte, parce que c'était un jeu de filles. En tout cas, rien qui explique la rage avec laquelle son père lui avait craché à la figure. Le lendemain, qui était un jeudi, il avait pris son après-midi pour aller inscrire son fils à l'école de rugby de l'USAP. Michel avait la sensation que quelque chose lui échappait, quelque chose de peu reluisant, d'insultant même. Il n'avait même pas osé en demander la signification à Noé, un grand du CM2 dont la connaissance en matière de jurons, invectives, grossièreté et termes cochons était encyclopédique. Son instituteur aurait bien aimé qu'il mette autant de cœur à apprendre ses conjugaisons et ses tables de multiplication. Mais les deux mots étaient restés marqués au fer rouge dans son esprit. Loup Sauvage attendait patiemment ses explications en se grattant la tête du bout de l'index sous son bandeau rouge. Michel jeta un coup d'œil circulaire, cherchant désespérément comment se sortir de ce mauvais pas. C'est alors qu'il la vit. La jupe écossaise. Sauf qu'aujourd'hui la jupe était bleu marine. Mais les chaussettes blanches, impeccablement tirées jusqu'au dessous du genou, et les cheveux coiffés et nattés sur le côté étaient facilement reconnaissables. Ils étaient deux aujourd'hui. Le garçon de l'autre jour et un autre déguisé en indien allongé au milieu des herbes. Leur bicyclette était appuyée contre le poteau et Sylvie pouvait les apercevoir à travers les mailles de la clôture derrière laquelle elle se tenait, indécise, étonnée de se retrouver là. Cette fois, aucun chat joueur pour la guider. Ses pas l'avaient menée directement et sans même qu'elle le veuille jusqu'à l'endroit où le grillage relevé ouvrait une porte vers le terrain vague. Cette brèche l'hypnotisait. Elle essayait de s'imaginer en train de se baisser pour s'y glisser, mais rien à faire. Son esprit se refusait à matérialiser cette pensée. Le sang battait sourdement à ses tempes. Elle chercha du regard ses mocassins poussiéreux et de toutes ses forces essaya de faire avancer son pied droit, de l'obliger à franchir cette ligne invisible qui séparait le permis de l'interdit. Il ne bougea pas d'un centimètre. Il était comme soudé au sol et le gauche n'était pas plus docile. Ses jambes étaient pétrifiées, son corps se faisait de plus en plus dense, elle se transformait en statue. « Ne crains rien, tu peux venir, il n'y a personne sur le terrain. » La voix claire la fit sursauter. Le garçon avait quitté son poste d'observation et se dressait juste de l'autre côté du grillage avec un sourire engageant. Instinctivement, elle baissa la tête et de la main ajusta ses cheveux sur sa joue. Un geste qu'elle faisait au moins 100 fois par jour dès qu'elle quittait la maison. « Ne sois pas timide, se méprit le garçon. Je vais t'aider. » Il lui tendait une main terreuse. Comme elle hésitait encore, il crut qu'elle répugnait à ce qu'il la touche de ses doigts sales et entreprit de les frotter consciencieusement contre son short de sport, qui ne l'était pas moins. Au fait, moi c'est Michel. Elle marmonna son prénom en retour. Alors soit il avait l'oreille fine, soit il ne voulait pas la brusquer, mais il ne lui demanda pas de répéter. Il ne fit pas la moindre remarque non plus. Elle avait envie de lui faire confiance. Elle prit la main offerte, et ses jambes, retrouvant leur autonomie, se plièrent pour franchir le grillage. 2 pas, ça y est. Elle avait franchi la frontière, et rien ne s'était passé. L'Indien n'avait pas eu la patience d'attendre. Accroupi près de la fosse, il fouillait avec application dans l'amas de têtes, de membres et de corps déformés. À plat ventre, côte à côte, Sylvie et Michel l'observaient, tandis qu'il triait les chevelures en fonction de leur longueur, de leur couleur. Tirant sur sa jupe comme si elle avait peur de la froisser, la fillette avait attendu que son chevalier servant reprenne son poste de guet avant de s'installer près de lui, de façon à ne lui montrer que son profil gauche. Elle n'y réfléchissait même plus, c'était devenu un réflexe, une seconde nature. Loup Sauvage avait trouvé son bonheur. Il remonta jusqu'à eux en 3 bonds triomphants. 2 Cathy et une Leslie, la pêche est bonne, jubila-t-il en arrivant à leur hauteur. Il esquissa une danse de guerre à petits pas sur place, roulant des épaules dans son blouson à franges sous les yeux de Sylvie ébahie. Il fit mine de ne pas le remarquer, mais en rajouta dans le trépignement, tout en tapotant de sa paume sa bouche ouverte d'où ne sortait aucun son. Michel dissimula un sourire moqueur. Le grand Sachem était pris en flagrant délit de vanité, là. « Bon, je file, mon pote !» abrégea soudain l'Indien en lui boxant amicalement l'épaule. « Tu peux y aller, je t'en ai laissé. Tu me diras ce que tu comptes en faire la prochaine fois. » Il s'éclipsa avec un salut de la main sur un perfide « Adieu, les amoureux !» qui les laissa gênés, n'osant du coup plus se regarder. Ils restèrent là, côte à côte,
les yeux fixés sur la fosse, à se demander s'ils auraient un jour le courage de quitter leur refuge pour aller fouiller à leur tour dans la malle au trésor. Il aimait les jambes nues des enfants, sous les jupes, et mieux encore sous les pantalons courts ou les shorts de toile. Leurs cuisses longues et brunes, leurs mollets ronds, souvent griffés par leurs courses dans les herbes et les ronces, et leurs chevilles osseuses émergeant de leurs soquettes blanches. Mais ce qu'il préférait, c'était cette tendre fossette, ce creux à l'arrière du genou dont on devinait la douceur de la peau. Cette gourmandise ne se dévoilait que lorsque les enfants étaient ainsi allongés sur le ventre. Derrière le poteau en ciment d'où il les observait, il pouvait presque en sentir le satin délicat sous ses doigts. Il savourait. Parce qu'autour de cette fosse, il y a aussi un esprit pervers, malfaisant, qui rôde. Tout n'est pas toujours rose au pays des poupées. Je vous dis à demain.